Bonjour à tout le monde. Merci, chers auditeurs, de venir en si grand nombre aujourd'hui à participer à notre webinaire sur le défi et la pertinence de l'adaptation au changement climatique pour les municipalités, offert par notre groupe, le groupe Conseil Carbone. Ça nous fait plaisir de vous avoir en si grand nombre parce que c'est quand même un sujet très intéressant sur lequel on va parler aujourd'hui. Le défi et la pertinence de l'adaptation au changement climatique pour les municipalités. Peut-être quelques détails avant le début du webinaire. Une mise en garde, le groupe Conseil Carbone ne donne aucune garantie par rapport à l'exactitude ou la fiabilité de l'information et ne peut en aucun cas, ni en quelque titre que ce soit, être tenu responsable en cas de réclamation découlant des erreurs et omissions. Alors, c'est important de le mentionner. Naturellement, on fait de notre possible pour apporter toute l'information sur la table qui est la plus pertinente pour nos auditeurs. Et aujourd'hui, le groupe vous présente, il y a moi, Jean Paquin, qui va être votre modérateur. Il y a aussi avec nous deux experts à mes côtés, Mme Ève Boileau, qui est experte en adaptation. Bonjour Ève. Bonjour. Et aussi M. Pascal Geneviève, expert en changement climatique et gestion des GES. Bonjour Pascal. Bonjour Jean. Ce webinaire est enregistré, donc c'est pour les fins de qualité et d'archivage. Du fait, vous allez avoir à la fin, aux participants, vous allez avoir accès à un lien qui va vous permettre de visionner et de télécharger le webinaire. Donc, vous allez, si vous manquez quelques informations aujourd'hui, ne vous en faites surtout pas. Le webinaire va être disponible en ligne et vous allez pouvoir le télécharger ou encore télécharger tout simplement la présentation PowerPoint qu'on va utiliser. Le webinaire durera environ 30 minutes avec une période de questions à la fin de l'ordre de 5 à 10 minutes. Ça dépend toujours naturellement du nombre de questions que l'on reçoit des auditeurs, des participants. Dans la grande majorité des cas, surtout aujourd'hui, on en a beaucoup, il est possible qu'il y ait plusieurs questions, donc ne vous en faites surtout pas encore une fois. S'il y a beaucoup de questions et on ne peut pas tout répondre à toutes les questions, on va s'assurer de vous envoyer un lien pour vous donner les réponses à ces questions, lien que vous pourrez naturellement utiliser et distribuer à même votre organisation, la municipalité. Et qu'est-ce qu'il reste comme détail? Je pense qu'on va passer directement à notre expertise. Donc, juste une petite note de ce qu'on fait pour que vous compreniez de où vient le groupe. On travaille surtout l'adaptation avec l'identification des risques, aussi le financement pour les municipalités et les villes. On a aussi des services reliés aux émissions de GES, donc des quantifications d'émissions, des évaluations d'émissions dans les chaînes de valeur, ce qu'on appelle le scope 3, et aussi les émissions par projet, donc des vérifications et quantifications de projets. On est aussi expert dans la conformité des gestions et la gestion des risques, donc la conformité réglementaire, que naturellement pour des plus grands émetteurs, ils ont des obligations de déclarer leurs émissions. On s'occupe de la quantification et de la vérification, et aussi on les aide dans le risque et l'approche de gestion au niveau des investissements. Et finalement, on travaille l'efficacité énergétique. Donc, on a des évaluateurs qui sont qualifiés, qui font l'évaluation des systèmes énergétiques pour les villes ou encore pour des organisations. Et puis, on fait du rapport et de la validation de cette information-là pour fin d'investissement. Alors, c'est une approche qui est consolidée, une approche holistique qu'on appelle, toujours axée vers la gestion carbone. Alors aujourd'hui, dans l'agenda, on a trois sujets importants, intéressants, ou trois approches, disons, sections. Souvent, les 4 saisons sur lesquelles nous, on était habitués au Québec à se fier pour mener nos activités économiques et bâtir nos infrastructures, et par exemple, pratiquer même nos sports et loisirs, ça ne répond pas souvent plus à nos attentes, car le contexte, si on veut, environnemental dans lequel nous évoluons change de plus en plus vite. Alors, nous perpétuons les mêmes designs et stratégies là, pour mener à terme nos projets. Et alors, c'est avec cette volonté de savoir répondre aux instabilités environnementales que nombreuses villes canadiennes et municipalités ont amorcé un processus d'adaptation. Et à ce propos, il semblerait que celle du Québec tarde des fois à emboîter le pas.
parce qu'on le voit, nous, à travers le Canada, on travaille avec des municipalités un petit peu partout et des villes, et puis beaucoup ont des plans de gestion à long terme intéressants, importants, sachant qu'il y a des risques et des coûts énormes qui sont en jeu. Aujourd'hui, dans l'agenda, donc, on va traiter des changements climatiques qui nous affectent, mais vous allez voir que c'est lié directement avec le sujet de l'adaptation. On va parler de la stratégie en deuxième point d'adaptation pour les municipalités et finalement, les sources de financement, très important. Comment est-ce qu'on peut obtenir du financement pour préparer pour les plans d'adaptation et pour les municipalités. Donc, sans plus tarder, dans la première partie, comment les changements climatiques nous affectent, je vais demander à Pascal Genevièvre, notre expert, de nous expliquer ce phénomène important au niveau climatique. Merci, Pascal, de commencer. Merci beaucoup, Jean. Alors, je vais repartir du fondamental très rapidement. Je pense que la plupart des gens n'ont plus de doute sur, en tout cas au nord de la frontière, sur le fait que les changements climatiques sont bien causés par nos activités. Il est bon encore une fois de le rappeler succinctement, ces activités, que ce soit industrielles, que ce soit agricoles, dans les transports ou même dans tout ce qui est le résidentiel, tertiaire ou institutionnel, eh bien, l'émission de gaz à effet de serre amène à augmenter la température de l'atmosphère. On parle souvent d'une température moyenne, c'est le message qui a été communiqué par les scientifiques pour essayer de simplifier toutes les analyses qui ont été réalisées depuis une trentaine d'années. Et on note déjà au Québec une augmentation de ces températures moyennes. Les relevés qu'on a, notamment là où la population est regroupée, donc dans les villes en grande majorité, montre une tendance claire à l'augmentation de ces températures moyennes. Quand on regarde sur les 50 dernières années, eh bien, on voit l'augmentation qui varie en dessous d'1 degré à plus de 2 degrés dans certaines villes. Donc, on est sur une tendance de fond qui va s'accentuer à l'avenir. Et quand on parle au niveau de la planète de 1 degré, eh bien, il faut voir que dans de nombreuses régions du Québec, on est déjà au-dessus de cette valeur, voire même 2 degrés quand on va vraiment au nord du Québec. Après, cette valeur moyenne peut ne pas toujours bien nous parler parce que la moyenne, c'est difficile à comprendre. Quand on regarde des événements extrêmes, et c'est là un peu une façon, je dirais, plus concrète d'appréhender les changements climatiques. On peut regarder par exemple les sécheresses. La carte que vous voyez indique les différents niveaux de sécheresse sur l'année 2016, à la fois sur l'Ontario et sur le Québec. Je suis désolé, elle est en anglais, mais vous voyez la partie claire jaune qui montre déjà une sécheresse anormale qui touche une grande partie du Québec. Et plus on va vers les sections foncées, plus on va vers des sécheresses exceptionnelles qui se sont concentrées principalement sur le sud du Québec et sur l'Ontario. Et on a noté donc cette année 2016 était extrêmement sèche. Alors, l'idée de regarder des événements extrêmes sur des longues tendances, c'est ce que les actuaires du Québec, du Canada et des États-Unis ont fait ensemble. Ils ont collecté sur une large période de 1960 jusqu'à nos jours tous les événements extrêmes qu'ils ont classés dans 6 catégories. Les températures élevées, les températures basses, les fortes pluies, les sécheresses, les vents forts et le niveau de la mer. Et ils ont regardé comment ces extrêmes évoluent dans le temps, en prenant comme période de référence la période de 1960 à 1990. Et ils ont fait un indice qui agglomère ces 6 composantes. Et leur conclusion est qu'il y a clairement une tendance sur les dernières années à l'augmentation des phénomènes extrêmes, des phénomènes météorologiques extrêmes. Ils ont sorti cet indice à la fin de l'année 2016 et c'est clair, c'est factuel, c'est scientifique. Quand on regarde le détail de ces composantes pour la région Québec-Ontario, qui est la région
la plus petite au niveau de leur du travail des actuaires. Quand on regarde les hautes températures, la tendance est encore plus flagrante. On voit que sur les 15 dernières années, on a vraiment une majorité du rouge et on voit la courbe noire qui est à peu près la moyenne de ces événements qui montent vers le haut et qui indique qu'on sort vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de haute température. Donc, on confirme les moyennes qui étaient présentées. Ben là, c'est le côté extrême qui va dans le même sens. Quand on regarde les pluies abondantes, eh bien, c'est le même constat que l'on peut faire. C'est-à-dire que, en termes de précipitations, on va vers une augmentation de la fréquence des fortes pluies, des pluies abondantes. Et la tendance est très significative, encore une fois, quand on regarde sur les 20 dernières années. Donc, autant sur les températures extrêmes hautes que sur les pluies abondantes, eh bien, les phénomènes extrêmes se répètent de plus en plus souvent. Donc, on en est arrivé à modifier non seulement les moyennes, mais aussi ce qui se passe au niveau des extrêmes. Il n'y a qu'un pas à faire pour lier cela à ce que certains d'entre nous au Québec ont vécu il y a assez peu de temps. Les inondations du printemps 2017 ont été catastrophiques. On ne peut pas dire que cet événement est uniquement lié au changement climatique. Il y avait d'autres facteurs qui ont joué, notamment les fortes chutes de neige à la fin de l'hiver qui se sont accumulées dans tout un bassin versant, combinées avec un dégel, une fonte de ces chutes de neige lors d'un réchauffement rapide, au même moment où les sols étaient encore gelés, ce qui fait que les sols n'ont pas pu absorber toute cette eau sur un vaste bassin versant, combiné avec des pluies qui ont persisté, et on a connu des inondations records en cette année. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce genre de phénomène est amené à se répéter à l'avenir. Comme je le montrais précédemment, les phénomènes extrêmes se répètent de plus en plus fréquemment. Quand on regarde d'autres types d'impacts, on en a listé quelques-uns. Le nombre de gels et dégels, eh bien, à cause de ce changement de température moyenne, on va avoir une augmentation dans le nombre de cycles gel et dégel, avec des impacts directs sur les infrastructures, comme les routes, qui amènent à des conséquences sur les coûts d'entretien et ainsi que les réparations. Mais également la formation de glace au sol, qui va accroître le risque en ce qui concerne la sécurité des personnes. Quand on regarde les pluies abondantes, parmi les impacts, on peut citer les glissements de terrain. Et derrière, quand on a des structures telles des routes, eh bien, il y a des coûts qui sont liés à la réparation, à la gestion de la circulation qui doit être déviée. Quand on parle de phénomènes comme les canicules, eh bien, il y a plusieurs impacts. Un impact sur la santé directe. On voit plus d'hospitalisation, notamment des personnes les plus vulnérables, comme les aînés ou les jeunes enfants, en cas de vague de chaleur. Mais également des impacts sur les travaux de voirie. Quand on a des conditions particulièrement chaudes, eh bien, les travaux doivent être suspendus et on a une augmentation des coûts de ces travaux-là. Un autre impact est le besoin de climatiser davantage, que ce soit dans les résidences, dans les lieux publics ou également dans les entreprises. Et là, c'est une augmentation de la facture énergétique. En ce qui concerne les sécheresses, ce qui se passe, c'est qu'on a un endommagement des structures au niveau des bâtiments. Et ça amène à des coûts de réparation supplémentaires et éventuellement des primes d'assurance qui viennent à augmenter. Les assureurs sont parmi les plus conscients de ces événements-là et sont déjà en train d'ajuster leurs primes pour les habitations et les bâtiments.
Enfin, la réduction du niveau des cours d'eau peut amener des impacts directs sur les activités touristiques et des manques à gagner significatifs pour les communautés. Ce qui fait que ces nombreuses conséquences doivent être estimées. Les îlots de chaleur, c'est directement lié avec les changements climatiques, dans le sens où les villes, par leur construction, par la façon dont elles sont disposées, captent plus de chaleur. Et bien, dans un monde où on a une augmentation de la température, ces îlots de chaleur vont créer des conditions supplémentaires d'inconfort, des conditions supplémentaires de chaleur à l'intérieur même des villes. Quelques exemples rapides. On se demande souvent où sont ces îlots de chaleur. Eh bien, il faut voir que le Québec a cartographié l'ensemble de ces îlots de chaleur, qu'ils soient urbains ou non urbains. Et on se rend compte que c'est principalement là où on a une densité de construction élevée qu'on les retrouve. Ici, l'exemple de Sherbrooke, l'exemple de Saint-Adèle. Même les plus petites villes ont également leurs difficultés avec les îlots de chaleur que vous voyez le long de l'axe principal. Vous notez également en haut à droite un îlot de chaleur. Celui-ci n'est pas urbain, il est lié à une carrière de sable et de gravier qui concentre la chaleur. Vous voyez en comparaison, tout aux alentours, les espaces verts qui sont des lieux beaucoup mieux tempérés. Un dernier exemple d'îlot de chaleur, Trois-Rivières. Donc cette ville qui est au bord du fleuve, on pourrait se dire que la proximité du fleuve permet de tempérer ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Eh bien, il n'en est rien. L'énergie capturée par les bâtiments, par l'asphalte, est ensuite rayonnée et crée là aussi des conditions de température élevées au sein même de la ville. Merci Pascal. Clairement, les changements climatiques sont présents, hein. Il est difficile de les ignorer avec cette information-là. Maintenant, on va passer à diverses stratégies disponibles pour les municipalités. Pascal, si tu veux continuer, s'il te plaît. Bien sûr, Jean. Alors, comment définir les risques liés au changement climatique? Eh bien, il y a 3 composantes qu'il faut bien comprendre pour appréhender la notion de risque. Le tout premier dont on a parlé plus tôt, les aléas, ce sont les événements climatiques, notamment les événements climatiques extrêmes. On a vu que par leur fréquence, ils sont amenés à se répéter plus souvent, et il y a aussi leur intensité qui doit être prise en compte. On combine ensuite ces aléas avec l'exposition, c'est-à-dire quelles sont les personnes, les biens ou les espaces naturels qui sont soumis à ces aléas. Et là, en combinant l'aléa et l'exposition, on arrive à voir comment le risque se manifeste sur une population, sur des actifs. Le troisième élément est la vulnérabilité. Et là, on combine entre l'aléa et l'exposition le degré de préparation de, par exemple, une municipalité, où on combine aussi certains éléments. Est-ce qu'on est déjà avec des services de réponse qui sont déjà entraînés à des types d'aléas nouveaux, comme les services des pompiers, les services d'ambulance. On peut voir aussi au niveau des normes, est-ce qu'on a déjà un couvert végétal important, ce qui fait qu'on va minimiser l'amplitude ou la sévérité du risque par des mesures qui sont mises en place. Alors, ces 3 composantes sont vraiment essentielles dans la prise en compte de la sévérité du risque. Quand on regarde maintenant ces mêmes 3 composantes d'un autre point de vue, on peut les regrouper dans 2 catégories pour agir. La première catégorie est l'atténuation, c'est-à-dire notre capacité en tant qu'acteur économique, municipalité, ville, à agir sur les origines du changement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième catégorie est vraiment l'adaptation, c'est-à-dire quelle est mon exposition,
aux aléas et comment est-ce que je me prépare en tant que municipalité à faire face aux événements. Eh bien, il est important de voir que lutter contre les changements climatiques par l'atténuation et s'adapter sont en fait les deux faces d'une même pièce. En effet, l'atténuation permet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de réduire ses dépenses aussi en énergie. Et on minimise un problème et en même temps, on sait qu'on doit s'adapter parce que le problème est là, on l'a vu, et on doit donc trouver les meilleures solutions en termes d'adaptation pour prendre en compte les attentes des citoyens à ce sujet-là. Mais le message est là que ce sont vraiment deux activités qui doivent être menées, si possible, en parallèle pour maximiser leur efficacité. Comment s'adapter? Alors, une fois qu'on a pris conscience de l'enjeu, eh bien, l'étape qui vient par la suite, c'est quelles actions à mettre en place pour préparer ma communauté, ma municipalité. Le consortium Ouranos a développé un guide pour s'adapter et nous avons extrait cette démarche de ce guide. Donc, Ouranos, pour ceux qui ne le savent pas, est un consortium québécois qui est reconnu mondialement pour sa recherche, son expertise dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Bien, la première étape est tout d'abord de définir clairement le mandat pour donner ensuite à une équipe le soin de mettre en place les actions nécessaires. Ça se fait au niveau municipal. Ensuite, évaluer les impacts du climat actuel, c'est-à-dire comprendre quels sont les événements, les aléas climatiques qui affectent ma région, définir les impacts potentiels des changements climatiques et analyser les vulnérabilités, ce dont on parlait juste avant. Comment est-ce que ces impacts m'affectent? Réaliser une appréciation des risques. Il existe plusieurs outils pour quantifier ces risques de façon à derrière à pouvoir les classer par ordre de priorité, ce qui nous amène à l'étape 4, trouver et prioriser des options pour gérer les risques en fonction des intérêts de la municipalité, des citoyens, des parties prenantes, voir quelles sont les solutions à mettre en place en premier. Et enfin, produire et mettre en œuvre un plan d'adaptation qui demande un suivi régulier, puisque l'objectif est de faire perdurer ce plan. Les risques peuvent changer et il est donc important de le suivre alors que le temps passe, que les années passent. Des éléments clés pour un succès. Nous avons listé ici quelques éléments vraiment importants à retenir. S'assurer de l'engagement des élus. C'est indispensable pour donner l'élan nécessaire à la municipalité pour mettre en place un plan d'adaptation qui va être efficace. Faire une étude exhaustive des vulnérabilités. Regarder le bâti, c'est une chose, mais l'ensemble des vulnérabilités doit être considéré au niveau du territoire, au niveau sociétal. Inscrire la démarche dans la durée. On a vu des plans d'adaptation qui partaient d'une très bonne volonté, mais malheureusement qui n'avaient pas la structure qui permettait de durer. Et donc, ça décrédibilisait un petit peu la démarche. Impliquer les citoyens, bien évidemment. Aujourd'hui, il est indispensable de mettre les citoyens au cœur de la démarche pour qu'ils s'approprient les solutions et même qu'ils soumettent des solutions. On est surpris de l'inventivité des citoyens à ce sujet-là. Réaliser une analyse monétaire des actions. On veut bien évidemment que les actions mises en place soient les plus efficaces au moindre coût. Mettre en place un plan d'adaptation tout en réduisant les émissions de GES, on en a parlé, de la cohérence. Implanter la démarche avec un suivi, ça c'est un nécessaire pour permettre son succès sur le long terme. Et adapter la stratégie et les actions périodiquement de façon à s'ajuster au fur et à mesure. Quelques exemples d'initiatives que nous voulons soulever ici. Bromont qui a modifié ses exigences énergétiques pour les nouvelles constructions ou les rénovations de façon à réduire la consommation énergétique de ces bâtiments-là au-delà de ce que préconise le Code du bâtiment.
Vancouver qui récupère 71% du méthane des sites d'enfouissement et qui l'utilise pour le chauffage et la climatisation. Donc là, on voit là une occasion d'affaires de réutiliser un gaz qui a une valeur, qui est utile pour des besoins de la municipalité. En termes d'objectifs, des villes s'engagent vers la carboneutralité, c'est-à-dire à s'assurer qu'elles n'émettent plus d'émissions de gaz à effet de serre. Copenhague s'est engagé pour 2025, Stockholm 2040, peut-être Montréal 2042. On verra ce que les prochaines élections nous amènent. Alors, c'est pour montrer que les villes posent des actes vraiment concrets sur ce sujet-là. Un autre exemple, la plantation d'arbres. Il y a de très nombreux avantages à planter des arbres, mais quand on regarde d'un point de vue économique, ça fait vraiment du sens également. Non seulement l'arbre va capturer du CO2, donc il va stocker du carbone et permettre ainsi de réduire les émissions. L'arbre va capturer de l'eau pluviale, ce qui fait qu'il va aider le système d'eau pluviale à prendre la charge. Il a bien sûr une valeur. Quand on a des biens, des maisons environnantes, il donne de la valeur à ces maisons. Tout ça pour montrer qu'il y a un réel avantage économique, en plus d'avoir le côté esthétique indéniable, à planter des arbres à travers une politique qui favorise une augmentation du couvert végétal. Alors, merci Pascal. C'est très intéressant. Naturellement, c'est des solutions qui sont complexes et souvent, il faut s'asseoir et évaluer toutes les options. Pour des municipalités, ça peut vouloir dire quand même un certain délai, un certain temps d'évaluation et une discussion interne, externe en impliquant, j'ai bien aimé la partie impliquer les citoyens, impliquer les parties externes. Et c'est vrai qu'on voit souvent que des apports d'informations de la part des citoyens qui est très constructive dans les approches ou la finalisation ou le complément des approches des plans d'adaptation. Alors, passons maintenant la parole à Ève pour parler des sources de financement. Naturellement, tout ça, c'est bien beau, mais il faut les financer, ces projets-là. Il faut financer ces plans-là, ces plans d'adaptation. Alors, Ève, si tu pourrais nous expliquer un petit peu la partie financement. Merci, Jean. Merci, Pascal, effectivement, pour avoir dressé un portrait aussi complet. J'imagine que l'audience a bien apprécié là, de savoir le pourquoi il faut vraiment s'engager à réduire de 1 les gaz à effet de serre et pourquoi il faut s'adapter? Ben, parce que les changements climatiques ils ont plus d'impact que seulement la hausse des températures. Et puis, c'est pas pour dans 50 ans, mais c'est actuel, c'est d'actualité, il faut s'adapter maintenant. Alors, le gouvernement du Canada est bien au fait de la condition actuelle et puis il y a beaucoup de recherches qui se fait autant par Santé Canada pour la santé. En fait, ça, Santé Canada, c'est pour évidemment la santé des Canadiens, mais par rapport aux impacts de la canicule. Agriculture, Agro-environnement Canada, lui, c'est plutôt en termes d'impact des sécheresses sur les cultures. Ressources naturelles Canada, c'est pour développer des énergies propres, des énergies renouvelables, pour la capture du CO2 également. Bon, ils ont aussi d'autres projets, on pourrait en reparler après la présentation. Et puis, quant à Environnement Canada, lui, c'est pour la gestion des gaz à effet de serre, mettre des cibles, contrôler qui fait quoi en termes de projets. Et puis, autrement dit, ça c'est au point de vue recherche, mais qu'est-ce qui se fait dans le concret? Comment appliquer ça actuellement? Parce que comme je me répète, en fait, les changements climatiques sont d'actualité et il faut s'adapter. Donc, le gouvernement, en plus de la recherche et le développement, a accordé un fonds de 550 millions à la Fédération canadienne des municipalités. Et puis, cette fédération canadienne-là, en fait,
Là, sur la partie GES municipaux, on revient sur le point mentionné précédemment, c'est-à-dire que la municipalité a la possibilité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon directe, mais aussi indirecte. C'est-à-dire que 50% des émissions de gaz à effet de serre du Québec, la municipalité peut agir dessus. Alors, notamment ces émissions directes, comme vous voyez, les bâtiments municipaux, les véhicules, la gestion des matières résiduelles, mais également sur les secteurs connexes comme l'agriculture, comme le transport des citoyens, un secteur particulièrement intensif en émissions de gaz à effet de serre, le secteur industriel, la gestion des matières résiduelles, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi un financement pour cette partie-là. Puis, il est important de se rappeler que les financements adressent à la fois l'adaptation et l'atténuation. Puis, Ève va vous en parler. Merci, Pascal. Donc, la FCM ou le Fonds pour les municipalités pour l'inondation climatique a, entre autres, les programmes pour atténuer la vulnérabilité et un autre programme pour la réduction des GES. Ce sont deux objectifs qui doivent être menés en parallèle parce que, bon, faut que je me répète, mais je trouve que c'est drôlement important que si on ne réduit pas les GES, mais qu'on ne fait que s'adapter, on n'arrêtera jamais de s'adapter. Donc, il faut réduire à la source la problématique. Donc, par trouver des moyens de réduire les émissions de GES. Donc, un des plans pour atténuer la vulnérabilité, c'est effectivement de, premièrement, connaître les risques et ensuite, c'est de mieux les gérer. Autrement dit, ça prend des stratégies pour se rendre moins à risque. On va voir dans la prochaine diapositive là, certaines stratégies. Mais tout d'abord, avant de passer à la prochaine, je voudrais juste préciser que chaque plan est une demande différente à la FCM et puis chaque plan, donc, est éligible à une somme maximale de 175 000 $ ou 80% des coûts admissibles. Donc ça, faire un plan, faire des études pour identifier les risques, c'est la première étape. Quand on passe à la deuxième étape, on passe à la concrétisation des plans de l'étape numéro 1. Alors ici, ce sont seulement des exemples de projets soit pour s'adapter ou soit pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en fait, comme je disais, ce sont des exemples. La FCM englobe des projets dans toutes les sphères des activités municipales. Alors, encore ici, comme c'est une demande différente, on a encore un plafond de 175 000 $ pour 80% des coûts qui sont admissibles. Alors, merci beaucoup, Ed. Très intéressant. Il y a donc du financement de disponible. Surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une étape où le gouvernement vraiment a mis des fonds à disponibilité, à accès pour les municipalités. Et c'est pas vraiment une compétition, c'est par présentation des projets avec l'objectif, bien sûr, de réduire essentiellement les problèmes climatiques. Et puis les impacts des changements climatiques. Donc, ce que nous faisons, nous, l'avantage de travailler avec notre groupe, c'est vraiment des formations pour permettre de faire les bons choix, parce que c'est assez complexe. On l'a vu, c'est quand même beaucoup d'informations qu'on doit communiquer aux citoyens, qu'on doit communiquer à l'interne, qu'on doit communiquer au comité. Et on fait aussi l'analyse des vulnérabilités avec vous. Donc, on vous accompagne dans la rédaction d'un plan d'adaptation spécifique
et aussi la rédaction d'un plan stratégique pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les deux sont combinés parce que, naturellement, on veut utiliser la même synergie, les mêmes contacts, les mêmes informations. Et comme vous avez pu le constater, c'est vraiment deux éléments reliés. Donc, les bénéfices de travailler avec vous, il y a une économie au niveau des ressources humaines parce que, bien, naturellement, on travaille avec tout le monde, mais on apporte aussi notre équipe à contribution. On travaille en collaboration avec les citoyens et les élus, donc c'est pas rare qu'on ait à s'asseoir dans des comités où on ait des rencontres directement avec les citoyens pour en parler, pour en discuter avec eux, pour voir c'est quoi leurs priorités et aussi répondre aux attentes des citoyens en général. Donc, le changement climatique, ils ont quand même une certaine longueur d'avance. Il faut quand même savoir rattraper ce retard-là et se préparer. On va passer directement, vu que le temps s'avance à grands pas. C'est très intéressant, mais on aimerait aller vers les questions et on en a plusieurs. Alors, on vous met une liste, un genre de pot-pourri de questions ici, de sujets là, qui peuvent peut-être vous générer aussi des questions. On en a déjà plusieurs, comme je disais, donc je vais aller directement aux questions qui ont déjà été posées. La première question c'est la suivante. Donc, ma municipalité veut réduire ses GES. Par quoi devons-nous commencer? Alors, peut-être, Ève, si tu pouvais répondre à cette question-là, s'il te plaît. Effectivement, c'est une question pertinente dans le sens où on est toujours beaucoup mieux de concentrer ses efforts pour avoir un maximum de résultats. Alors, d'après les inventaires précédents des collectivités, des municipalités, ce qui génère le plus de GES sur lequel la municipalité a beaucoup de pouvoir, c'est le transport de la collectivité. Donc, autrement dit, la circulation automobile, la circulation des autobus. Vient ensuite la gestion des matières résiduelles, donc les sites d'enfouissement. Puis c'est en fait, entre autres, une des raisons pour lesquelles le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques va interdire d'ici 2020 l'enfouissement de matières putrescibles. Autrement dit, de toute façon, pour celui-là, il faut faire du compost. Donc, s'équiper avec des infrastructures de compostage, de toute façon, ça va devenir un petit peu la norme au Québec. Mais c'est quand même la deuxième source d'émissions. Vient ensuite les équipements motorisés municipaux et, en dernier lieu, le traitement des eaux usées. Merci, Ève. Une deuxième question très intéressante. Je pense qu'on en a parlé un petit peu, mais on va quand même la remettre sur la table. Il y a, comme on sait, un haut taux d'émissions de GES causé par les transports. Donc, oui, c'est vrai, c'est souvent de l'ordre de 75, 80, 90 même. Est-ce que nous devrions traiter les deux sujets simultanément? Oui, on en a parlé, mais peut-être, Pascal, remettre l'emphase et puis expliquer pourquoi ça devrait être fait comme ça. Oui, bon point. L'idée de à la fois réduire ses émissions de gaz à effet de serre et mettre en place une stratégie d'adaptation, ça permet de créer une cohérence dans le message qu'on envoie à ses citoyens. Les citoyens comprennent bien qu'il y a un même enjeu, mais le fait de ne faire que de l'adaptation, ça leur pose la question, oui, mais pourquoi on ne travaille pas sur l'origine du problème également et vice-versa? Alors, d'un point de vue perception et à juste titre des citoyens, on a travaillé à la fois sur la partie réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique. Mais ça envoie un message très clair et très cohérent qui donne envie de s'engager aux côtés de la municipalité. Alors, merci Pascal. Troisième question, est-ce que l'eau potable est affectée par les changements climatiques? Très bonne question. Ève, s'il te plaît, pourrais-tu répondre à ça, s'il te plaît? Effectivement, l'eau potable va être affectée par les changements climatiques. L'eau potable, c'est une ressource vitale. Tout le monde en a besoin pour vivre. Je veux dire, c'est essentiel. Donc, il y a, à notre connaissance, il y a 3 principales raisons pour lesquelles l'eau potable va être affectée. Premièrement, à cause de l'évapotranspiration due à l'augmentation de la température. L'eau qui s'évapore, finalement, ne retombera pas nécessairement
là où elle vient. Donc, en fait, Ouranos a même montré que le bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent va diminuer de volume. Sauf donc ceux qui s'approvisionnent le long du fleuve, dans les Grands Lacs, sur les réseaux en aval, pourraient être impactés par l'augmentation de la température. Le deuxième point que je voudrais apporter, c'est en fait à cause du ruissellement de l'eau venant. En fait, c'est plutôt en lien avec les puits en région. En fait, c'est ceux qui s'approvisionnent de l'eau de puits, donc directement de la nappe phréatique en région, peuvent être impactés indirectement, en fait, par la contamination de leurs puits par les pesticides, parce que à cause du réchauffement climatique, on va avoir plus de ravageurs dans les champs, plus de pesticides pourraient être utilisés. En fait, le MAPAC montre une croissance de l'utilisation des pesticides. Bref, le ruissellement des pesticides pourrait nécessairement affecter les nappes phréatiques, donc les puits personnels. Alors, merci beaucoup, Ève. Question numéro 4 ici. Quel est le délai en ce qui concerne les demandes de subventions? Est-ce un fonds réservé pour les grandes villes ou réservé pour les municipalités? Alors, le fonds est accessible pour toutes les villes. En ce qui concerne les délais varient en fonction des demandes, bien sûr, qui rentrent. Les délais dont on nous a parlé s'échelonnent de plusieurs semaines à plusieurs mois, vraiment dans les moments les plus achalandés au niveau de la demande. Mais c'est vraiment ouvert à toutes les villes et on vous invite vraiment à considérer, à monter une application. Et dans la même ligne, Pascal, c'est quoi les chances d'obtenir un financement selon la question numéro 5 ici? Pour avoir discuté de nombreuses fois avec la SCM, ils sont très ouverts. Maintenant, ils ont une grille pour évaluer les propositions. Et une des choses qu'ils regardent vraiment avec attention, c'est la cohérence de la démarche. Leur souhait est de faire en sorte que les plans débouchent sur des actions concrètes qui vont permettre aux municipalités de s'adapter. Et donc, ils vont regarder l'engagement au niveau du conseil municipal, s'il y a une politique de développement durable, en tout cas, la cohérence et le sérieux de la démarche mise en place par la municipalité. Ça permet de marquer des points. Bon, on va peut-être prendre une dernière question pour ne pas étirer le temps. On avait dit trentaine de minutes avec 5-10 minutes de questions. On a déjà passé notre temps. Peut-être une dernière question ici. On parle de quel délai pour compléter un plan d'adaptation. Alors, Ève, peut-être tu peux nous aider avec cette question, s'il te plaît. Oui, selon notre expérience, ça prend environ 2-3 mois. Ici, on a une certaine marge qui peut même s'étendre. Principalement, bon, l'identification des risques, ça peut être relativement rapide, encore une fois, dépendant de la grosseur de la municipalité, de ses activités économiques. Toutefois, le plan d'adaptation comme tel, la concrétisation, peut pousser le délai jusqu'à 5 mois, des fois jusqu'à 6 mois, surtout parce qu'on fait de la consultation de la population, il y a plus de parties prenantes impliquées. Des fois, ça peut être long d'avoir un consensus, de revenir sur certaines stratégies, de lire un peu qu'est-ce qui se fait aussi à l'extérieur du Canada pour vraiment avoir des stratégies innovantes. Et puis bon, il y a des facteurs extérieurs, des fois qu'on ne peut pas contrôler. Mais bref, entre 2 mois et 6 mois, c'est comme je dis, c'est très variable, mais il y a beaucoup de choses à considérer, là. Bon, c'est bien. Alors, la conclusion, oui, on l'a vu effectivement dans la préparation de certains plans d'adaptation, Ève, où on avait beaucoup d'informations disponibles et la participation des parties prenantes, et ça accélère naturellement le processus. Mais encore une fois, pour être prudent, c'est difficile de mettre une date limite, mais ça devrait être dans les alentours de 3 à 6 mois. Ça va être tout pour aujourd'hui. Juste vous rappeler encore une fois que nous avons l'information disponible pour vous sur notre site.
Donc, vous pouvez aller sur notre site. Nous allons mettre aujourd'hui même sur le site, nous allons télécharger la présentation que vous avez visionnée aujourd'hui. En plus de vous donner accès à un téléchargement de la présentation en format PowerPoint, si vous voulez la distribuer à l'interne ou encore la distribuer à même votre réseau. Aussi vous dire que nous allons continuer naturellement avec les webinaires et nous avons une série de blogs, donc des articles de blog. On en a déjà, je crois, un publié. Il va y en avoir d'autres qui vont venir sur les avancements au niveau de l'adaptation, au niveau des changements climatiques. Alors, nous allons vous inviter aussi à aller sur le site pour regarder la partie des blogs, des articles de blog qui sont naturellement tous un peu interreliés parce que c'est en ligne avec les changements climatiques. Et nous allons encore une fois, vous envoyer, ça c'est le dernier point, vous envoyer les questions, parce qu'il y en avait plusieurs aujourd'hui, il y en a encore d'autres, les questions manquantes avec l'information, les réponses d'ici très peu, donc d'ici soit aujourd'hui ou plus tard demain matin, vous allez recevoir ça. Alors, nous vous remercions énormément de votre participation en espérant que ce webinaire sur l'adaptation et le défi causé par les changements climatiques aux municipalités et aux villes vous a plu, été informatif et puis vous a donné des belles pistes de solutions. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous dans un prochain avenir. Nous sommes souvent en conférence et nous nous promenons même les municipalités dans le Québec et aussi dans l'Est du Canada et dans l'Ouest vers l'Ontario aussi. Donc, on a beaucoup d'informations sur le développement au niveau de l'adaptation. Ça nous fera plaisir de partager avec vous. Nous vous souhaitons une excellente journée et encore une fois, merci beaucoup Pascal et Ève pour votre participation. Merci Jean. Merci. Au revoir. Au revoir.